Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 20 novembre 2018 et aujourd'hui le focus du jour sera porté sur le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, qui sera auditionné devant le Parlement britannique. Alors comme vous avez pu constater, nouvelle image, nouvelle version, enfin nouvelle petite amélioration graphique de cette première slide. Bon, sans plus attendre, on va passer à l'avertissement gaz sur le risque que je vous invite à prendre en connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte type prend un risque de perte en capital. IG, fournissez-moi un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voici le briefing d'actualité. Au niveau du Brexit, nous avons Theresa May qui a reçu le soutien hier de la directrice de la CBI qui est un petit peu l'équivalent du MEDEF en France. Et sinon, nous avons les ministres des Affaires européens des 27 qui ont donné leur feu vert hier au projet d'accord sur le Brexit. Au niveau de la Fed, nous avons le numéro 2 du comité monétaire de la Fed, John Williams, qui est également le gouverneur de la Fed de New York, qui a déclaré s'attendre à une poursuite du resserrement monétaire à un rythme lent et régulier aux États-Unis. Donc possible ralentissement du rythme des taux de la Fed qui justifie certains membres qui justifient cette idée par le fait que l'économie va bien, mais que la Fed doit rester prudente dans un contexte assez volatile sur au niveau des risques extérieurs, au niveau de la Chine et de l'Europe. Au niveau des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, donc on a la Chine qui est prête à des concessions dans les négociations visant à réformer l'OMC, mais restera vigilante, a dit son représentant auprès de l'institution, donc hier. Toujours au niveau de la Chine, selon le Financial Times, nous avons les autorités chinoises qui auraient trouvé des preuves importantes de violation des lois antitrust par Samsung et voilà, d'autres compagnies comme Hynix et Micron Technology qui sont les trois plus gros producteurs de semi-conducteurs. Au niveau de l'Italie, nous avons Giuseppe Conte qui rencontrera samedi à Bruxelles le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Et enfin, d'un point de vue macro-américaine, la confiance des promoteurs immobiliers américains s'est nettement dégradée en novembre sous l'effet de la remontée des taux d'intérêt et la raréfaction des logements abordables. Alors, pas de rendez-vous majeur aujourd'hui, mis à part l'audition de Carnet. Donc, ce qu'on va faire au tout début de ce webinaire, je vais vous faire voir quelques graphiques euh, pour voilà, éventuellement tenter d'anticiper le prochain crack des marchés financiers. Avant toute chose, comme vous pouvez le constater, hier, on a une séance particulièrement négative sur les marchés actions, dont notamment sur les techs. Le Nasdaq a reculé de 3,26%. Ce matin, nous avons le 10 ans américain qui est en perte de 1 point de base par rapport à hier, ce qui veut dire que le marché obligataire américain il est légèrement, enfin, le marché paye un peu plus le marché obligataire américain. Au niveau du yen, il est en baisse, le gold est à l'équilibre, le Nikkei et le MSCI Emerging Markets sont également dans le rouge. Au niveau du calendrier économique, vous pouvez voir que c'est encore une fois assez vierge, assez light aujourd'hui. Voilà, mis à part le discours de Carnet à 11 heures, il n'y aura pas grand-chose d'attendu, à part pour les traders, les mises en chantier aux États-Unis qui seront voilà, à surveiller, mais sinon, il n'y aura rien non plus de particulier. Voilà, donc je vais vous faire voir un article que j'ai écrit en août. Et je suis assez surpris parce qu'il est assez, il est assez, enfin, il est assez regardé quand même. Il est beaucoup regardé, donc c'est qu'il doit être assez bien. Voilà, donc je vais vous faire voir quelques graphiques comment anticiper le prochain crack. Donc là, ce qu'on a, le premier graphique, c'est ni plus ni moins que le drawdown du S&P, donc la baisse par rapport au plus haut du S&P. Et en les zones grises que vous retrouvez dans les prochains graphiques, c'est les périodes de récession des États-Unis. Comme vous pouvez le voir, on a globalement eu une baisse du S&P juste avant, vous voyez, le début de la récession. Donc là, on va voir les indicateurs qui vont nous permettre de potentiellement anticiper un crack des marchés. Donc on peut dire que quand il y a une récession américaine, on peut constater qu'il y a une baisse du S&P qui est, il y a le début d'une baisse en tout cas. Ici, c'était bien avant. C'était 87, c'était le Black Monday. Donc voilà, dès qu'il y a une période de récession, on peut dire qu'on a un crack des marchés.
marché action américain. Donc, ce qu'on va tenter de faire, c'est de anticiper, d'avoir des indicateurs qui vont nous permettre d'avoir des indications sur la croissance américaine. La récession, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a 2 trimestres consécutifs avec une croissance négative. Et donc, on peut voir que la courbe des taux, la fameuse courbe des taux qu'on entend souvent parler, a été un indicateur qui a été particulièrement important puisque quand il a atteint 0 point, c'est-à-dire que la différence entre le rendement à long terme et à court terme est neutre et est égal à 0, eh bien, on a statistiquement entre 6 mois et 1 an après une récession et donc un crack. Pour moi, l'indicateur le plus important, c'est peut-être les chiffres liés au taux de l'emploi. Si on regarde le taux de chômage en vert et la moyenne glissante à 4 semaines des nouvelles inscriptions aux allocations au chômage, donc là, les chiffres que nous avons, c'est jusqu'en août de cette année, c'est pas actualisé au mois de novembre, puisque cet article, j'ai rédigé le 24 août. Et en fait, si on regarde, lorsqu'on a un taux de chômage extrêmement faible aux États-Unis, concrètement, c'est une question de mois, voire d'années, pour qu'il y ait ensuite eh bien une récession et le crack. Comme vous pouvez le constater ici, un marché de l'emploi très tendu, donc le marché de l'emploi, taux de chômage, il est en vert. Vous voyez, dès qu'il a atteint 5%, voire même est en dessous, donc là, nous, on est enfin, le taux de chômage aux États-Unis est à 3,8, il me semble, 3,8 ou 3,7, le plus bas en 50 ans. Donc voilà, taux de chômage extrêmement faible, prudence. Ensuite, on a la valorisation des marchés boursiers aux États-Unis. Donc, on n'a pas les derniers chiffres, mais concrètement, en 2016, si on devait ramener la capitalisation boursière du marché américain comparée au PIB américain, eh bien, on aurait un marché qui vaudrait plus de 140% en 2016 du PIB américain, ce qui est énorme. Donc voilà. Donc, on a ces différents graphiques. Pour moi, les deux plus intéressants, c'est vraiment ce taux de chômage et la courbe des taux. C'est les deux indicateurs qui, pour moi, sont peut-être les plus intéressants à suivre pour anticiper un crack. Donc, où en sommes-nous au niveau du taux de chômage? Bien, le taux de chômage, comme je vous l'ai dit, il est extrêmement faible aux États-Unis. Donc ça, c'est un indicateur plutôt bon parce que ça veut dire que on a une économie qui est forte. Mais si on regarde dans le passé, ce qui s'est passé quelques temps après un faible taux de chômage, eh bien, on a eu une récession. Donc, pour les marchés financiers, un faible taux de chômage, c'est alertant. C'est pas un signal qui va nous permettre de shorter immédiatement lorsqu'on a un bon taux de chômage, enfin lorsqu'on a un taux de chômage faible, mais c'est en tout cas un signal qui, d'un point de vue pour un investisseur de très long terme, c'est souvent pas le moment d'acheter le marché action américain lorsqu'on a un taux de chômage faible, parce que le taux de chômage faible, c'est proche du sommet du S&P, enfin proche des sommets, oui. Et enfin la courbe des taux. La courbe des taux, comme vous pouvez constater, donc là c'est le Bitcoin, j'y reviendrai un petit peu après. Courbe des taux, donc ici, voilà, courbe des taux, 26 points de base. Donc on a 26 points de base de différence entre le rendement long et le rendement court américain. Et s'il atteint 0, ça serait un signal baissier. Peut-on avoir le lien de votre article? Bien évidemment, je vous invite à le lire puisque je détaille beaucoup plus ce que je viens de vous dire. Voilà, donc je viens de vous l'envoyer. N'hésitez pas à le lire, ça prend, voilà, il est assez court. Voilà, alors bonjour à vous Rémi, bonjour Raymond, Frédéric, Denis, voilà, Edgy, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on va passer au vif du sujet. Alors le VIX qui hier a regagné un petit peu de terrain, vous voyez qu'il a pris 10%, donc il est remonté à 20. 20, c'est une frontière assez délicate parce que à 20, c'est vraiment la frontière entre période de faible volatilité, enfin considérée comme faible volatilité, et période d'incertitude. Donc hausse du VIX hier, marchés américains qui ont été dans le rouge. Là d'ailleurs, on a les marchés européens qui sont également dans le rouge. L'Eurostoxx 50 qui hier a clôturé sous sa bande de Kettner et pour la première fois depuis le mois de novembre sous les 3168 points. Donc c'est un signal baissier pour l'Eurostoxx 50. Le DAX qu'enfonce l'oblique support de 2011-2015 que je vous avais fait voir lors des derniers points de marché. Ce matin, on enfonce le seuil de 50% de retracement de Fibonacci. En intraday, le support, c'est ni plus ni moins que
le plus bas sur contrat futur à 11 050. Donc, sur le DAX, en intraday, je dirais que c'est possible de viser les 11 050 points. Au niveau du CAC 40, voilà, le signal baissier qui a été donné sur les bandes de Keltner hier, on vient chercher le plus bas à 4 900 points. Donc, on a une baisse de 40 points possible sur le CAC 40. Je reviens sur l'Eurostoxx 50, mais l'Eurostoxx 50, c'est signal baissier jusqu'à 3100, donc 37 points de baisse. Au niveau du S&P, regardez, on repasse en dessous des 2709. Donc là, on a dorénavant l'Eurostoxx 50 et le S&P sous leur support de la première quinzaine d'octobre. Donc c'est deux signaux particulièrement bearish. En plus, hier, pareil, le S&P comme l'Eurostoxx 50 clôture sous sa bande de Keltner. Donc pareil, là, c'est un signal négatif. Et concrètement, l'Eurostoxx, eh bien, c'est possible. L'Eurostoxx, pardon, les marchés américains, concrètement, là, va falloir viser les récents plus bas finalement de l'année qui ont été inscrits en octobre. Donc vous voyez là, concrètement, le S&P, c'est retour à 2635, puis 2603 points. Au niveau du Nasdaq, vous voyez que le Nasdaq est assez plus bas, donc 6572 points, c'est le prochain niveau de support. Si on enfonce ce support, concrètement, il va falloir venir chercher les 6295. Est-ce qu'il faut s'inquiéter sur du long terme au niveau des marchés américains? Alors pour le moment, ma réponse c'est non. Comme je vous l'ai fait voir la semaine dernière, là le S&P, le Dow Jones, enfin concrètement, on est d'un point de vue des vagues d'Elliott, on serait en train de faire la 5e vague, qui est la dernière vague depuis, vous voyez, le point bas des marchés actions. Maintenant, pour que ça soit très inquiétant, vous voyez que là, on a fait un top, un second, donc c'est presque un double top si on passe sous la ligne de coup qui est à 2553 points. Tant qu'on n'est pas passé sous les 2553 points, on ne peut pas parler de double top. Pour le moment, on est dans un range. Voilà. Si on passe en dessous des 2553, on aura un double top et ça sera un objectif baissier jusqu'à 2200. Pourquoi 2200? Eh bien parce que tout simplement la hauteur la hauteur de ce range, faudra la reporter. Et là, vous voyez, si on reporte les hauteurs, ça va à 2200 points. Donc, si on passe à sous 2553 points, ça serait un signal baissier important jusqu'à 2200. Mais tant qu'on est au-dessus des 2553, concrètement, on est dans un range. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a rien d'inquiétant sur du long terme. Bien évidemment, la configuration technique de long terme est assez délicate puisqu'en mensuel, regardez, on a une divergence, comme ce fut le cas en 2015 lors de la période de consolidation, mais surtout en 2007, avant le crack, ou encore en 2000, vous voyez. Donc là, on a une configuration technique. Ce qu'il faut savoir, c'est, enfin, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va faire un 2015, donc un petit moins 20, une période de consolidation et ensuite un nouveau bull market, ou est-ce que on est au début, comment dire, d'un 2008 ou d'un 2000. Vous voyez là, en 2015, on avait fait voilà, un moins 15%. Là, nous sommes déjà à du moins 10, à peu près moins 11. Donc, on va faire simplement du moins 15 ou est-ce qu'on va faire du moins 50? Voilà, c'est la question un petit peu qu'il faut qu'on se pose. Personne, je pense, ne sait avec certitude. Mais en tout cas, on est dans une phase vraiment de digestion. On voit que le momentum a clairement respiré. Il y a de cela le mois d'août, le RSI est à 76. On est actuellement à 57. Donc, on a une chute du momentum. Et en fait, potentiellement, l'indicateur qui va nous dire si on est plutôt en phase de 2015 ou plutôt en phase de 2008, c'est le RSI. Parce que si vous voyez que là, le RSI avait pas clôturé sous 50, alors qu'en 2000 ou en 2008, le RSI mensuel avait clôturé sous 50. Donc peut-être que finalement, le mieux, c'est d'attendre ce que fait le RSI. Là, vous voyez, RSI sous 50, RSI qui clôture sous 50. Donc vous voyez, on était au début, on était presque, oui voilà, on était au début du crack. Donc le mieux, c'est peut-être d'attendre de voir ce que fait le RSI. Soit on a un RSI qui rebondit sur 50, et dans ce cas-là, bon, voilà, c'est un 2015 qu'on est en train de faire, un remake de 2015, ou soit le RSI mensuel clôture sous 50, mais une clôture franche, parce que là, vous voyez qu'on avait clôturé sous 50, mais c'était vraiment, voilà, on n'avait pas vraiment la clôture, le breakout majeur. Donc voilà, soit on a un rebond, soit on a le breakout majeur de 50, et dans ce cas-là,
bah, va falloir s'attendre à du moins 30, du moins 50, hein. Une fourchette de moins 30 à moins 50. Donc, moins 30, moins 50. On a le plus haut, c'était quoi? C'était 2000, allez, 3000 à quelques points près, 2950. 2950. Donc voilà, 3000, 30%, ça fait un retour, voilà, ça fait une perte de 1000 points à peu près. Donc un retour à 2000, ça serait possible. Vous voyez, au minimum. Au minimum, un retour à 2000 et un 50% bah, de 3000, ça fait 1500. Donc ça ferait une fourchette de prix entre 2000 et 1500 points. Donc finalement, peut-être, je dis bien, un retour, comment dire, à ces sommets-là. C'est pas impossible. Vous voyez, ça semble très loin, mais ça peut aller très vite parce que en un an, je vous rappelle, en 2008, il a suffi d'une année, un peu plus d'une année, pour qu'on ait une baisse de 57 points. Vous voyez, un an et 5 mois pour avoir une baisse de 57%. Lors de la bulle tech, entre le point haut et le point bas, ça avait pris 2 ans et 4 mois, moins 50%. Voilà, donc pour le moment, tant qu'on n'a pas ce support, comment dire, tant qu'on a les 2553 points qui tiennent, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, enfin de s'affoler plutôt. C'est normal de s'inquiéter avec cette baisse de 11%, mais je dirais que la baisse actuelle, euh, au prix actuel, c'est compliqué de l'exploiter pour le shorter. Ça me semble risqué. Alors que si on clôture sous 2550, sous 2553, là clairement, on pourra envisager de shorter les marchés américains jusqu'à 2000, voire même 1500. Barry qui me dit, alors intéressant votre analyse sur la détection de crash. Eh bien écoutez, merci Barry. Une question, pour commencer à valider un début de crash, quel serait le pourcentage de baisse au minimum qu'il y aurait sur les indices? Alors on parle de bear market lorsqu'on a un actif qui baisse de 20%. Entre 10 et 20, c'est une correction, et entre 20 et plus, c'est un bear market. Donc il n'y a pas de pourcentage, on va dire, fixe qui va nous dire, bon, à partir de ce moment-là, on a un crack. Par contre, lorsqu'on a une baisse de 20%, on est dans un bear market. Donc voilà. Bonjour, pourquoi hier vous n'avez pas vu la baisse et pourquoi aujourd'hui on ne retournerait pas sur les niveaux de vendredi? Euh, alors, pourquoi hier je n'ai pas vu la baisse? Eh bien parce que simplement les marchés ouvraient en hausse et ensuite on a eu quelques minutes après le début de ce webinaire l'information de Carlos Ghosn qui a quand même fait baisser, qui a quand même fait pression sur les marchés. Donc voilà, et puisque je faisais webinaire, je ne pouvais pas savoir de cette annonce à propos de Carlos Ghosn. D'ailleurs, je rebondis sur cette information. Bon, j'ai pas besoin de faire un récapitulatif, mais concrètement, cette information de Carlos Ghosn aurait fait bondir le franc. Donc le franc s'est énormément apprécié hier. A priori, c'est à cause de l'aversion pour risque qu'a créé cette information de Carlos Ghosn, à propos de Carlos Ghosn, pardon. Donc voilà, le franc. Rappelez-vous, hier, on le surveillait parce qu'on était dans un triangle en formation. Et regardez le rebond majeur du franc suisse. Alors pourquoi je n'ai plus mes obliques? Voilà. Regardez le franc suisse. Là, on a un signal haussier. On a un signal haussier puisqu'on clôture au-dessus de ce triangle. De ce triangle. Donc, bon, écoutez, c'est haussier, hein, le franc. Dorénavant, on a notre signal. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Hier, je vous ai dit que si on avait le breakout, on avait un signal haussier. Donc, c'est le cas. En plus, sur les bandes de Keltner, vous voyez, on est revenu au-dessus. On n'a pas eu le signal sur les bandes de Keltner, mais on est revenu au-dessus. Donc, là, potentiellement, pour ceux qui s'intéressent à acheter le franc, eh bien, on peut avoir un signal d'entrée. Voilà, l'euro a quand même bien rebondi hier. L'euro, on l'a bien vu venir pour le coup, puisque hier, l'euro, c'est la devise qui a surperformé avec le franc. L'achat euro face à l'AUD, le NZD, le dollar, ou voilà, mis à part face au franc, l'euro a gagné du terrain. Donc l'euro, on a une hausse. Est-ce qu'on a un signal haussier sur l'euro? La réponse est non, parce que vous voyez, on a une oblique qui vient chercher les plus hauts et on y est très loin. Voilà, l'euro, j'ai envie de dire qu'on a un potentiel haussier à court terme, mais on n'a toujours pas de potentiel haussier sur du moyen long terme. Vous voyez, en 4 heures, on reste au-dessus. Le RSI est bien orienté à la hausse, la MACD également. Donc à court terme, l'euro s'achète. Maintenant, en swing trading, la réponse est non, puisqu'on reste sous des obliques de long terme.
Donc pardon Philippe, j'ai pas répondu à toutes les autres questions. Pourquoi aujourd'hui on ne retournait pas sur les niveaux de vendredi? Tout simplement parce qu'il y a plutôt de l'aversion pour le risque. On voit que les marchés émergents ont clôturé dans le rouge ce matin, le Nikkei a clôturé dans le rouge, Wall Street a clôturé dans le rouge. Statistiquement, lorsqu'on a ce contexte où on a Wall Street qui clôture dans le rouge et l'Asie dans le rouge, on a généralement une poursuite de l'aversion pour le risque en Europe. Donc statistiquement, j'aurais plus tendance, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plus de chances qu'on ait une baisse sur les marchés actions aujourd'hui. D'autant plus que, regardez, au niveau du pétrole, on est dans le rouge. Les rendements sont payés, enfin le marché obligataire est payé. Donc voilà, on n'a pas de facteur ce matin qui viendrait justifier un rebond. Donc il y a plus de chances, selon moi, que les marchés européens soient dans le rouge. Donc aujourd'hui, par exemple, si on a une bonne nouvelle sur Renault, toute votre analyse est encore fausse. Alors, si on a une bonne nouvelle, oui. Concrètement, si on a une bonne nouvelle, on aura un rebond des actions. Donc voilà. On a un rebond des actions. Maintenant, est-ce que ça va créer de l'appétit pour le risque? Je pense que ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait puisque la version pour le risque, il est non seulement créé par Renault, mais il est également créé par l'absence de communiqué conjoint entre les États-Unis et la Chine au sommet de l'APEC, qui a eu lieu donc dimanche. Donc voilà. On voit que les techs ont reculé de 3% hier. C'est pas à cause de Renault. Les techs ont reculé de 3%. C'est à cause justement de cette absence d'accord enfin de communiqué conjoint lors du sommet de l'APEC de dimanche, ce qui a recréé un contexte un petit peu d'incertitude sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, alors que la semaine dernière, là, on avait globalement une amélioration de ces perspectives. Voilà, donc ce matin au niveau du Forex, donc le franc, on a eu un signal haussier. L'euro, ça s'achève sur du très court terme, puisque vous voyez là l'euro, on est voilà, il est en hausse. Donc là le franc, pardon. Alors ça charge, voilà, l'euro qui est en hausse à court terme, vous voyez en 4 heures, RSI, MACD est pris correctement orienté à la hausse. On n'a pas de signaux baissiers pour le moment, donc pour le moment rien ne nous remet en cause cette tendance haussière. Faisons un point sur le dollar US, puisque le dollar US, eh bien, hier était en bas de son canal haussier. Et comme vous pouvez le voir, hier, on a eu, alors c'est en train de charger, je ne sais pas pourquoi c'est aussi long. On va passer sur TradingView, voilà, c'est un peu plus vite. Enfin, sur TradingView, sur Pro Real Time. Donc au niveau du DXY, regardez, hier, on a eu notre signal baissier puisqu'on est sorti par le bas de ce canal. Donc ça suggère un repli, une correction du dollar un peu plus importante. Là, le prochain support que je constate sur le DXY, c'est, eh bien, vous voyez, la Senkou Spanbei d'Ishimoku à 95 points. En 4 heures, vous voyez, on a eu notre signal baissier, donc vendredi à 13h, ça a été donné. Maintenant, c'était pas forcément possible de l'exploiter puisque, bon, on était relativement proche de la base du canal. Mais là, pour le coup, on clôture sous la base du canal, mais en plus sous la bande de Kellner en 4 heures. Donc, pour moi, là, c'est possible d'envisager une baisse du dollar jusqu'à 95 points. L'euro, qui à l'inverse est haussier à court terme, eh bien, l'euro-dollar semble être une paire assez intéressante à payer sur du très court terme. Donc, le dollar USD, voilà, c'est en baisse. Donc, si on se met sur l'euro-doll, voilà, l'euro-doll, donc là, c'est direction a priori les 1,15. Hein. Vous voyez, on va revenir chercher à ce top. On va revenir rechercher ce top du mercredi 7 novembre. Pour le moment, on n'a pas de signaux baissiers à court terme. Encore une fois, tant qu'on est
vous savez, la bande opposée de Keltner, peut-être un niveau de renversement, un niveau intéressant pour placer son stop. Donc, tant qu'on est au-dessus des 1,1278, disons qu'il n'y a pas de signaux baissiers pour du moyen terme. Par contre, si on a une clôture comme ce fut le cas, vous voyez, le 9 novembre, on aurait le signal baissier. Donc là, pour le coup, c'était un mauvais signal. Mais bon, si on regarde dans le passé, ce fut quand même des points d'entrée assez intéressants lorsqu'on avait une clôture à l'extérieur de la bande de Keltner. Donc là, ce qu'on a, le chandelier d'hier, c'est la première clôture au-dessus de la bande support de Keltner depuis, vous voyez, depuis finalement le 21 août. 21 août, on avait une clôture au-dessus et on avait eu un rebond majeur. Donc peut-être que on va avoir le même scénario, c'est-à-dire qu'on a eu la clôture hier au-dessus de la bande supérieure de Keltner. Donc là, le prochain objectif, c'est un 15. Si on a un dépassement d'un 15, on ira chercher cette oblique baissière qui vient chercher les points hauts depuis, vous voyez, le 19 avril. Donc point haut du 19 avril, 24 septembre. Voilà, donc potentiellement, on ira chercher les 1,1550. Donc là, pour le moment, l'euro-dollar à court terme, c'est bullish. Vous voyez, on est au-dessus de l'oblique haussière support. Donc voilà, à court terme, c'est direction les 1,15. L'USD Yen qui est en baisse en journalier, donc on a clôturé à l'extérieur de ce canal baissier. On clôture également sous la bande de Keltner. Donc là, concrètement, on a un signal baissier important sur l'USD Yen. Ce qu'il faut faire dorénavant, c'est utiliser des retracements de Fibonacci. Et ça y est, là, on a potentiellement un renversement de tendance. Un renversement de tendance. Et voilà, un retour, une correction de 38%, c'est possible à court terme. Puis, pourquoi pas 50%, c'est-à-dire un retour à 110. En tout cas, là, on a un signal baissier. On a un signal baissier et on va voir d'un point de vue ratio risque-rendement. Si on met un stop au-dessus du récent sommet, donc ça fait 153 pour 159, donc ça fait un ratio risque-rendement de 170. Voilà, ratio risque-rendement supérieur à 1. C'est pas forcément très intéressant. Par contre, si on vise les 50%, ça fait 279. Là, ça fait un ratio risque-rendement de 2. Donc là, ça devient intéressant si on vise les 110. L'euro-dollar pourrait rebaisser fortement après le refus du budget italien demain. Exactement. Exactement. Donc demain, nous avons Bruxelles qui va commenter officiellement, qui va donner sa réponse sur le budget italien qui avait été donné par Rome la semaine dernière. Ça sera un refus, bien évidemment. Maintenant, ce que les investisseurs vont tenter de voir, c'est un peu le ton finalement de Bruxelles. Est-ce que Bruxelles euh, va être comment dire, ferme, ce qui donnerait des perspectives assez négatives concrètement pour les relations en zone euro, ou est-ce que la Commission européenne va faire preuve de diplomatie, et ce qui pourrait, ce qui va pas permettre un bull market de l'euro, mais en tout cas limiter les pertes. Vous voyez. Donc l'euro-dollar, oui, il y a un risque baissier, je dirais demain. Il y a un risque baissier. Maintenant, d'ici demain, ça me semble possible que l'euro-dollar aille chercher 1,15. Vous voyez qu'on est à peine 40 pips de 1,15. Donc en intraday, les 1,15 me semblent atteignables. Le dollar va-t-il remonter selon vos indicateurs, nous demande Romain. Alors moi, selon mes indicateurs, j'ai un breakout baissier du DXY, j'ai un breakout baissier du dollar index. Ouais, si je me mets en daily. Oui, hier, on a eu un breakout. En tout cas, ce matin, on a la confirmation. Donc, breakout sur le dollar équipondéré, ce qui remet en perspective finalement toute cette hausse. Vous voyez. Donc, signal baissier sur le DXY, signal baissier sur ce dollar index équipondéré. Donc, pour moi, au vu de ces signaux, je suis plutôt en faveur d'une baisse. Maintenant, comme vous savez, le dollar, il est énormément alimenté par les incertitudes en Europe, puisque si je vous refais voir le DXY, alors il va y avoir un petit problème sur TradingView ce matin. Alors DXY, vous voyez, et que je superpose, alors je vais cacher les indicateurs, voilà. Si je superpose le spread BTP Bund,
eh bien, vous voyez, on a une corrélation énormément positive. Donc, c'est pas le DXY qui influence le spread BTP Bund, mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que BTP Bund, ce spread, cette courbe en vert, c'est le spread, c'est l'écart de rendement entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand. Lorsqu'on a une hausse, c'est-à-dire qu'on a un spread qui augmente, et un spread qui augmente, c'est des incertitudes, ça indique des incertitudes en Europe. C'est-à-dire que le marché des investisseurs vendent des obligations italiennes, achètent des obligations allemandes. Ou tout simplement, en tout cas, vendent des actions italiennes. Donc, hausse de ce spread, c'est signe d'incertitude en Europe, et donc on a le marché qui achète, se couvre avec du dollar. Donc, si on a une hausse de ce spread, on aura une hausse du dollar. Donc, demain, l'Italie, la réponse de Bruxelles va bien évidemment avoir un impact sur le dollar, tout comme sur l'euro. Bien évidemment, ce sera un impact opposé à l'euro. Mais d'ici demain, encore une fois, l'euro-dollar, ça me semble possible qu'il atteigne à 15. Rachat d'actions fort probable sur les techs. Pourquoi Warren Buffett aurait acheté de l'Apple vendredi sinon? Eh bien, écoutez, oui, c'est probable qu'on ait un rachat sur les techs. Après, Warren Buffett, c'est pas non plus un. Alors, c'est bien évidemment, c'est le plus connu, c'est un des meilleurs, mais vous savez, il y a personne qui a une boule de cristal entre les mains. Donc, oui, Warren Buffett a racheté les actions tech. Encore une fois, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est et puis maintenant depuis quelques semaines, c'est tant que le S&P ne clôture pas sous 2553, on n'a pas double top. On reste dans une tendance qui est haussière sur du long terme. Donc on a des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc voilà. Warren Buffett, c'est avant tout un investisseur. C'est un investisseur de long terme, donc il n'est pas c'est pas un scalper, c'est pas un day trader. Donc oui, s'il rachète du Apple, il y a tout ça, il me semble, 1 ou 2 semaines, eh bien c'est bon signe. C'est bon signe. Moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas forcément de crack qui va arriver sur les marchés américains. Tant qu'on est au-dessus des 2000